L'information à votre portée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Éducation pour commencer, éducation et handicap. C'est sous ce thème que la semaine mondiale de réflexion de la campagne internationale de l'éducation a été observée cette année. C'était du 20 juin au 30 septembre 2014. Objectif, rappeler les dirigeants et partenaires des engagements pris à Dakar en 2005. Engagement relatif à une éducation inclusive et de qualité pour un monde meilleur. Un dîner la semaine a été célébré en différé par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous à travers une rencontre d'échange avec les personnes handicapées. Compte rendu signé Abdourahmane Ba. Au début, ça n'a pas été tout facile pour moi. Parce qu'une fois à l'école, en voyant mes amis se déplacer, moi je suis là, je n'arrive pas à me déplacer, ça me touchait vraiment. Mais avec le soutien des parents, des personnes de bonne foi, des amis, je me suis en sortie. Témoignage plein d'émotions des personnes victimes d'handicap à l'occasion de la Semaine mondiale d'action et de réflexion pour une éducation de qualité et inclusive dans le monde. Une semaine internationale pour rappeler la marginalisation dont les enfants victimes d'handicap font l'objet dans leur éducation. D'où d'ailleurs le thème choisi cette année, éducation et handicap. Une éducation inclusive, c'est quoi? C'est pour que l'enfant handicapé, l'enfant normal, la fille, le garçon, que tous soient dans la même salle de classe. Qu'il n'y ait pas une salle de classe exclusivement pour les handicapés, une salle de classe exclusivement pour les enfants dits normaux. 93 000 enfants sont victimes d'handicap dans le monde et plus de la moitié de ce chiffre n'a pas accès à l'éducation. C'est donc face à l'ampleur du phénomène que ces journées de réflexion sont organisées pour interpeller les décideurs et les partenaires à militer pour l'éducation des enfants souffrant d'handicap. Le budget qui a été alloué à l'école pour 2015, c'est vraiment aléatoire. C'est tombé, on était déjà à 17-18%, maintenant c'est revenu à 12%. Donc il faut que nous prenions le bâton des pèlerins pour attirer leur attention pour que l'éducation soit vraiment un point fort d'engagement de l'État. Ce que nous devons faire, nous, obligateurs de droit, et c'est là où l'UNICEF intervient, pour que les enfants handicapés soient dans les mêmes institutions que les enfants normaux. L'UNICEF se mobilise à l'intention de tous les enfants, y compris les enfants handicapés, à construire des écoles qui répondent aux normes d'une école de qualité. Ça veut dire que dans les plans, il faut prévoir des installations pour que les enfants handicapés aient accès à ces infrastructures. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous entend déposer un cahier de doléances dans les différents départements en charge de l'éducation notamment. Ce, disent-ils, pour engager ces autorités à instaurer une éducation inclusive et sans distinction à tous les enfants du pays. Donner la voix au bidonville, c'est le thème de la journée mondiale de l'habitat célébrée en différé lundi au Palais du Peuple, une journée pour réfléchir sur des solutions durables permettant d'améliorer les conditions de logement de la population. Le point avec Aguiratoba. Près de 70% de la population guinéenne habite dans des bidonvilles, notamment les anciens quartiers de Conakry. Des bidonvilles souvent situés dans des zones à peine ou pas du tout loties. Ces maisonnettes décrépies, aux toits ornés de cailloux et de pneus usés, n'offrent pas un cadre de vie adéquat aux habitants. Certaines sont bordées de caniveaux aux odeurs nauséabondes, tapissées de montagnes d'ordures, d'où la nécessité de réfléchir à des solutions à long terme permettant d'offrir un cadre de vie et d'habitation adéquat aux citoyens. La conférence débat qui vous réunit ici aujourd'hui devrait être un rendez-vous de donner et de recevoir et mise à profit pour examiner de manière critique la situation de ces établissements humains en vue de proposer à l'ensemble des acteurs concernés des solutions idoines pour améliorer le cadre et les conditions de vie de ces habitants. Selon des cadres de l'habitat, des logements sont déjà en construction pour répondre aux besoins des citoyens. Les Chinois qui évoluent à Tipé,
Ils construisent une cité qu'ils appellent Plaja Diamant. Ensuite, à Lambagne, c'est la nouvelle ville, une ville de 650 hectares qui sera construite là pendant 10 ans. Et également au niveau de Koloma, le centre directionnel, il y a une zone, environ 100 hectares qui sont réservés à la promotion immobilière. Au niveau de la cité douane, la cité police, pour la construction d'immeubles allant jusqu'à 8 à 10 étages. Tant bien qu'à Conakry qu'à l'intérieur du pays, il y aura vraiment de la promotion immobilière. On construira des logements sociaux, des logements de moyen et de haut standing. Avec la pauvreté accrue, d'aucuns se demandent si ces logements modernes seront à la portée du Guinéen à faible revenu, des zones où le dédommagement des habitants fait souvent polémique dans la cité. Autre fait marquant de la semaine, le ministre d'État de l'économie et des finances, celui délégué au budget et le gouverneur de la Banque centrale ont procédé lundi 27 octobre 2014 à la présentation de la loi de finances initiale et la politique monétaire pour 2015. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et des députés. La séance avait été boycottée pendant plusieurs heures par les députés de l'opposition. Ils dénoncent le non-respect du règlement intérieur. Manien Condé. Il s'agit d'un budget dont la recette totale s'élève à 9 706,01 milliards et les dépenses à 15 248,18 milliards de francs guinéens. Il a été présenté dans sa grande masse ce lundi par le ministre délégué au budget. Les recettes sont évaluées à 9 700 milliards de francs guinéens contre une estimation de l'exécution au 31 décembre 2014 de 8 900 milliards de francs guinéens. Les recettes sont réparties entre les recettes fiscales pour 9 383,53 milliards et les recettes non fiscales pour 322,42 milliards de francs guinéens. Les prévisions de dépenses pour 2015 s'élèvent à 15 248 milliards de francs guinéens, soit 29,4% du PIB, contre 14 565 milliards dans la LFR 2014, soit 30,74% du PIB. Pour l'année 2015, le ministère de l'économie et des finances se fixe plusieurs objectifs, dont notamment la relance de l'économie nationale qui a subi un coup dur à cause de la maladie à virus Ebola. Il se propose également de poursuivre la réforme des finances publiques. Le gouvernement compte poursuivre en 2015 les objectifs ci-après. Réaliser un taux de croissance du PIB de 4,1% contre 2,4% en 2014. Ramener le taux d'inflation en glissement annuel à 7,1% contre 9,4% en 2014. Maintenir le niveau des réserves internationales à 3 mois d'importation. Stabiliser le taux de change à 7 000 francs guinéens pour $1 américain et 9 155 francs guinéens pour €1. Pour atteindre ces objectifs, la mise sur pied d'une politique monétaire saine est nécessaire. C'est pourquoi, après avoir abordé les activités réalisées au cours de l'année 2014, le gouverneur de la Banque centrale a présenté ses perspectives pour 2015. Dans la perspective de la consolidation des résultats obtenus, la BCRG continuera à surveiller l'évolution des agrégats monétaires, notamment avec en filigrane l'objectif de baisse de l'inflation qui devrait être maintenu à un chiffre. Dans le domaine monétaire et des changes, elle envisage d'assouplir progressivement et prudemment les conditions monétaires, de formaliser les opérations du marché monétaire interbancaire pour permettre une régulation optimale de la liquidité au sein du système, introduire les facilités permanentes afin de permettre à la Banque centrale de suivre au jour le jour la liquidité excédentaire des banques. Après ces différents exposés de la loi des finances et de la politique monétaire pour 2015, la séance a été boycottée par les députés de l'opposition qui sont revenus quelques heures après des négociations. Ils déplorent le non-respect du règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale. Néanmoins, ils ont donné leur impression sur cette loi des finances qui leur a été soumise.
L'information, c'est aussi le président malien Ibrahima Boubacar Keïta qui était en visite d'État en Guinée. Deuxième visite officielle en Guinée depuis son élection à la tête du Mali. Une visite d'amitié et de coopération entre Conakry et Bamako. Il a été reçu vendredi à l'aéroport international Conakry-Bessia par son homologue professeur Alpha Condé. Le président Keïta était venu marquer sa solidarité à la Guinée frappée par l'épidémie du virus Ebola. À noter que c'est l'un des pays de la sous-région à n'avoir pas encore fermé ses frontières avec la Guinée malgré cette épidémie. Je vous propose d'écouter le président Ibeka au micro de Manian Condé. Une livre de famille et de témoignages. De témoignages vivants, concrets, de la solidarité, de la sympathie et de l'affection profonde que le peuple malien a toujours porté à son peuple frère de Guinée. Nous ne pouvions pas, en tant que chef d'État du Mali, la Guinée ayant connu la tourmente que l'on sait, ayant connu ce que l'on déplore, ne pas venir ici physiquement témoigner de notre présence totale à vos côtés. Et également, chacun sait mes liens très profonds avec mon grand frère, mon président, le professeur Alpha Condé. Je crois que le chemin de l'amour de notre continent, de notre patrie, il l'a inculqué aux gens de ma génération. De cela, nous sommes toujours reconnaissants. La coordination nationale de riposte à Ebola et ses partenaires se sont retrouvés durant 2 jours pour discuter et échanger autour de la mise en place d'une nouvelle stratégie de riposte. Il s'agit de freiner l'évolution du virus Ebola en Guinée. Abakar Sidiki Mané. En se penchant sur une nouvelle stratégie de riposte, les acteurs concernés ont échangé sur la cartographie des interventions urgentes. Dans cette riposte, les partenaires et la coordination unissent leurs forces à nouveau pour maîtriser rapidement le virus Ebola. La différence majeure, c'est que cette fois-ci, nous ne voulons pas faire des plans avec des actions concrètes. Nous avons demandé à tous les partenaires que nous ne prendrons pas en compte les annonces de financement. Et donc, celui qui doit dire qu'il appuie telle activité, il faut que d'ores et déjà qu'il ait les ressources nécessaires pour l'appuyer, afin que nous sachions quelles sont les activités qui vont être financées et celles qui n'ont pas eu de financement, et savoir qui est où. Parce que dans l'ancien plan, quelqu'un pouvait te dire, par exemple, je prends toute la préfecture, après avoir agi dans 2 ou 3 sous-préfectures, ils disent qu'ils ont couvert la préfecture. Alors qu'on recevait des plaintes de ces responsables de préfecture pour dire que leur préfecture n'a pas été couverte. En prenant les principaux axes, la coordination a pris en compte la prise en charge des malades d'Ebola. Au cours de cette rencontre de 2 jours, des experts congolais mandatés par leur chef d'État sont venus partager leurs connaissances avec la coordination nationale et ses partenaires. Nous sommes ici pour essayer d'apporter le conseil que nous sommes tous dans le même bateau, c'est une équipe, c'est l'équipe Guinée. Qu'il s'agisse de MSF, de l'OMS, de je ne sais qui travaillent sur le terrain, ils travaillent pour le gouvernement guinéen, ils travaillent pour le peuple guinéen. Parce que vous avez bien vu qu'à partir d'un seul cas, 3 pays très peuplés ont été touchés. Donc s'aventurer à donner ce genre de garantie, ce ne serait pas sérieux de ma part. Nous avons effectivement travaillé depuis 2 jours, mais nous n'avons pas fini. Donc je pense qu'il ne serait pas honnête vis-à-vis des autres participants que je puisse vous donner des conclusions déjà maintenant. Pour l'heure, pas question de parler de fin de l'épidémie selon la coordination nationale de riposte. Parler de fin de l'épidémie, nous, notre espoir, c'est d'inverser la tendance actuelle et qui est vers l'augmentation. Vous savez, depuis le mois d'août, on constate une augmentation du nombre de cas et qui a continué en septembre et en ce mois d'octobre. Nous pensons que d'ici la fin du mois de novembre, nous allons amorcer la descente et vers un seuil tolérable vers la fin du mois de décembre. Ainsi, dans le premier trimestre de l'année prochaine, nous pensons pouvoir contrôler définitivement et si possible déclarer la fin de l'épidémie. Alors que la fin de cette épidémie est très imminente pour le gouvernement guinéen. Ebola, on en parle encore dans cette rétrospective. Tous dans la lutte contre Ebola en Guinée, eh bien,
À la place du défilé pour la célébration du 56e anniversaire de sa création, cette année, l'armée guinéenne consacre les festivités de cet anniversaire à l'assainissement des lieux publics du pays et à la distribution de kits sanitaires à la population. Les différentes troupes étaient mobilisées jeudi pour assainir le siège de la RTG Koloma. Benu Marsila, Ibrahima Souri, Yari Yansani. Avec l'épidémie d'Ebola, l'armée guinéenne fête cette année le 56e anniversaire de sa création dans la sobriété. Pas de défilé de troupes ni de rassemblement. Le commandement militaire a déclaré une semaine du soldat consacrée aux actions civilo-militaires, notamment la distribution de kits sanitaires aux populations pour lutter contre Ebola. C'est de compatir à la douleur de notre peuple que nous avons mission de sauvegarder. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu que ce soit une activité de résistance, mais plutôt consacrer la semaine du soldat à l'assainissement des lieux publics et les lieux de culte. Pourquoi? Parce que nous savons que les tas d'immondices qui se trouvent dans différents endroits de la ville sont préjudiciables à la santé de la population. La journée de ce jeudi 30 octobre a été consacrée à l'assainissement du marché de Symphonia et de la RTG Koloma. La police, l'armée, la protection civile, les douanes, la gendarmerie et tout le commandement étaient mobilisés pour rendre propres les alentours de la télévision nationale. Pour le chef d'état-major général des armées, cette action n'est pas fortuite. Partout dans le monde, là où il y a les combats, les éléments qui évoluent autour des militaires, c'est bien les médias. C'est la raison pour laquelle le commandement a jugé nécessaire de mettre dans ses actions le nettoyage de la RTG. On ne peut pas mener cette semaine sans passer à nos binômes de presse publique et privée. Cette action de l'armée première du genre réjouit les responsables de la RTG qui souhaitent sa poursuite. Je pense que c'est une action qui doit se poursuivre certainement parce que en fait l'hygiène va avec la santé avec l'hygiène naturellement. Donc nous tenons à remercier de vive voix monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, monsieur le chef d'état-major général des armées et l'ensemble des militaires qui ont accepté de se mobiliser pour assainir la RTG ce matin. Les Kalachnikov ne pouvant pas vaincre le virus Ebola, les soldats se sont engagés avec les pelles et coupe-coupe pour sauver des vies contre Ebola. Avec ses actions civilo-militaires, l'armée guinéenne confirme son caractère républicain. Agir ensemble, vaincre Ebola et accélérer le développement durable en Guinée. C'était le thème qui a retenu cette année pour célébrer la journée des Nations Unies en Guinée, célébrée le 24 octobre de chaque année. L'événement a été décalé en Guinée pour vendredi 31 octobre. Ibrahima Souri, Yari Diansani. C'est ce vendredi que la journée des Nations Unies a été fêtée en Guinée. Journée célébrée le 24 octobre de chaque année a été donc décalée de quelques jours. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple sous le thème « Agir ensemble, vaincre Ebola et accélérer le développement durable en Guinée ». L'épidémie d'Ebola est au-delà d'une crise de santé, une véritable menace à la sécurité et à la paix dans les pays affectés, voire dans le monde entier. Elle pose un véritable problème de développement humain, car Ebola impacte négativement les indicateurs de santé qui sont en nette régression. Les taux de consultation dans les hôpitaux ont baissé d'au moins 90% dans le pays. La psychose d'Ebola oblige certaines femmes enceintes à accoucher maintenant à domicile, chose qui était oubliée il y a quelques jours. Des familles entières sont décimées. À travers cette journée, le système des Nations Unies apporte une fois encore son soutien à la Guinée. Soutien pour éradiquer Ebola, mais aussi redresser l'économie du pays paralysée par cette maladie. Une démarche que reconnaît le Premier ministre, chef du gouvernement. Le gouvernement de la République de Guinée reste reconnaissant à la communauté internationale pour cette mobilisation d'envergure planétaire pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola, relancer la croissance pour promouvoir un développement durable
en Guinée. Le gouvernement voudrait saisir cette occasion pour lancer un appel renouvelé à l'ensemble des acteurs de la communauté internationale pour qu'ils restent mobilisés jusqu'à l'extinction totale de l'épidémie à virus Ebola et jusqu'à la prise en charge de l'impact réel de l'Ebola sur notre économie. A rappelé que la journée des Nations Unies a commencé à être fêtée en 1948, une manière de mettre fin aux atteintes à la dignité humaine et offrir au peuple un avenir meilleur. Dans cette rétrospective également, cette chef de quartier de la commune de Dixine révoquée par une décision du gouverneur de la ville de Conakry, motif vente illicite de kits d'hygiène destinés aux populations pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, une accusation contre laquelle s'inscrit en faux ses responsables locaux. Lansana Traoré nous fait le point. Ce sont les chefs de quartier de Kamaen, de Dixine Centre 2, Dixine Mosquée, Kénien, Bellevue École, Minière Centre et Afia Mosquée qui ont été révoqués ce mercredi sur décision du gouverneur de la ville de Conakry. Cette révocation serait motivée par la vente illicite de kits d'hygiène destinés aux populations pour lutter contre Ebola. Pour le chef de quartier de Afia Mosquée, les raisons invoquées pour prendre cette décision sont de pure calomnie. On n'a reçu que 5 kits. Ils sont jusqu'à présent à leur place respective. On n'a jamais reçu ici une équipe du gouvernorat pour inspection. Nous sommes honnêtes et nous sommes d'accord d'être révoqués, mais il ne faut pas qu'ils nous diffament. Au total, ce sont 110 kits distribués dans les 22 quartiers de la commune de Dixine, soit 5 par quartier. À Afia Mosquée et Bellevue École, visités par notre rédaction, tous les kits étaient en place. Est-ce qu'il y a des mains noires derrière ce limogeage? Le chef de quartier de Bellevue École répond. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est ce point-là que vous allez émettre. Parce que tout le monde sait que le problème d'Ebola, ça incombe tout le monde. Moi, je suis un père de famille. Je ne peux pas aussi m'hasarder les 5 titres qui ne valent absolument rien, qu'on me donne ça et que j'envoie ça dans quelque part. Pour des fins d'enquête, ces chefs de quartier ont été auditionnés ce jeudi à la gendarmerie de Kipé Centre émetteur. Pour l'heure, la question qui se pose est celle de savoir s'il s'agit d'un règlement de compte entre Soriba Sorel Kamara et ses chefs de quartier. Seules les enquêtes nous élucideront. Sur un tout autre plan, l'Association des magistrats guinéens a tenu vendredi une assemblée extraordinaire à la cour d'appel de Conakry. À l'ordre du jour, l'examen des attaques dirigées contre des magistrats au cours d'émissions de certaines radios. Cette rencontre a suscité de vives réactions au sein des magistrats, dont la démission de Maître Fernandez de l'Association des magistrats de Guinée. C'est par un débat houleux que les magistrats guinéens ont entamé ce vendredi leur assemblée extraordinaire portant sur l'attaque qu'ils estiment être dirigée contre eux au cours des émissions de certaines radios privées de la place. Ces magistrats fustigent avec la dernière énergie le rôle que jouent certains journalistes dans l'exercice de leur métier et rappellent que nul n'est au-dessus de la loi. Ces magistrats décident de poursuivre ces radios en justice. Il s'agit de Liberté FM, Atlantique FM et Continental FM. Cette assemblée a été convoquée pour examiner le cas d'outrage adressé au premier président de la Cour suprême, à la présidente du tribunal de Koya et à moi-même. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir sur les ondes d'une radio, qu'on ne peut pas mettre dans les colonnes d'un journal. Et le journaliste qui anime l'émission ou qui fait l'article a le droit d'inviter son client à des tempéraments. L'association a décidé d'agir en justice contre le directeur de la radio FM et les 2 journalistes. Vous connaissez la responsabilité en cascade qui est celle des délits de presse.
Une décision qui a suscité de vives réactions au sein des magistrats et qui a entraîné la démission de Maître Fernandez, procureur de la République, de leur association. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres magistrats qui sont attaqués qu'il faut faire ça. Qui moi je suis? Avant moi, il y avait d'autres magistrats qui avaient été attaqués. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que l'Assemblée a décidé? On a tracé une ligne de conduite ici. Moi, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit sur moi. Mes enfants en pleuraient. Ils n'ont qu'à faire comme moi. On a décidé qu'on ne va pas appliquer. La presse fait son travail. Nous, on fait notre travail. Par contre, je mets un bémol dans ma position pour dire que je ne suis pas d'accord avec l'action en justice. Je le dis tout de suite. Dans le passé, selon ces magistrats, leur corps a fait l'objet d'injures et de diffamations de la part de certains médias. Une situation que ne digèrent pas ces hommes de loi. S'agirait-il de restreindre la liberté de la presse ou de ramener ces radios au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession? Attendons de savoir. La direction de Lynx FM a porté plainte contre le marché-chef Abdoulaye Diallo pour cause d'Avine Chompine Bangora, reporter à cette radio, a été giflé par ce gendarme au moment où il exerçait son métier de journalisme, un acte qui prouve combien de fois les journalistes sont pris pour cible. L'affaire est portée au tribunal de première instance de Kaloum où le procès est prévu le 5 novembre prochain. Idiatou Diallo. David Chopin Bangora, journaliste à Lynx FM, a été bastonné le 4 septembre dernier par un gendarme devant le palais Serre-Touria alors qu'il couvrait la manifestation des clients de la Banque africaine de développement agricole et minier Badam. La direction de la radio Lynx FM vient de porter l'affaire au tribunal de première instance de Kaloum. Le marché-chef Abdoulaye Diallo sera confronté aux journalistes le 5 novembre prochain au tribunal de première instance de Kaloum. En attendant ce feuilleton judiciaire, la partie civile était venue payer la caution. J'ai demandé au juge de ramener le montant de la caution proposée par le parquet à 2 millions à la somme de 500 000 francs guinéens. Alors, le président audiencier a rendu sa décision en fixant la caution à 1 million de francs guinéens. Je suis satisfait parce que je suis décidé à ce que justice soit rendue dans cette affaire. Le million proposé sera payé dans les heures à suivre. Et je vous promets, s'il plaît à Dieu, que la date fixée pour l'ouverture des débats, nous serons prêts. Les gendarmes, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, il sera jugé, il sera condamné. Et s'il est condamné à une peine d'emprisonnement, il purgera sa peine. Les journalistes sont venus nombreux soutenir leur confrère. David Chopin, galvanisé, ne décolère pas. Bon, écoutez, ce qui m'a poussé à porter plainte, c'est parce qu'on a remarqué qu'en Guinée, les hommes en tenue sont des hommes presque hors la loi. Ils font ce qu'ils veulent, donc c'est pour mettre fin à cela qu'on a essayé de porter plainte, parce que là, on ne peut pas, quand même, des hommes en tenue censés protéger la population, ne peuvent pas brutaliser ses citoyens. En général et en particulier les journalistes qui sont dans l'exercice de leur boulot. Vous ne pouvez pas venir travailler, et aussi c'est là pour le maintien d'ordre, mais après il fallait faire leur boulot, je n'avais pas d'armes ou quoi, et ce n'était pas des propos déplacés ni rien, donc je ne trouve pas normal qu'ils puissent me gifler. Cette violence à l'endroit du journaliste de Lynx FM est un exemple parmi tant d'autres. Il est récurrent que des hommes en uniforme violentent sous le regard impuissant du Conseil national de la communication des journalistes dans l'exercice de leur métier. Une atteinte à la liberté d'expression et à la démocratie. L'ambiance était électrique lundi dans les rues de Conakry entre agents de la police routière et motards. À l'origine, le contrôle de port de casque, une mesure conjointe de la police et de la gendarmerie visant à instaurer le respect de la réglementation de la circulation, une décision réfutée par certains usagers entraînant des affrontements avec les agents de la sécurité. Suivez le scénario avec Benoumar Silla. C'est une ambiance électrique tendue, très tendue même ce lundi dans la circulation à Conakry entre agents de la sécurité, police, gendarmerie et les usagers.
Ici, au rond-point d'Amdalaï, les agents de la police routière ont été lapidés et d'autres ont reçu des coups des motards récidivistes. Ils ne sont pas dans la légalité des choses. C'est-à-dire avoir un 4. Le monsieur qui est devant vous a été interpellé, il a organisé le scénario là pour dire que lui, sa moto ne bougera pas pour aller au commissariat. Tous ses collègues qui sont là viennent pour l'aider. Les policiers ont eu des coups, ils sont en train de nous insulter, nous cogner avec des cailloux. On a perdu nos téléphones dans ça. Après des échanges de coups de poing, Ibrahim Mbari, motard pris pour défaut de casque, demande à ce qu'il soit envoyé à l'hôpital. Ils m'ont blessé et mon ami aussi. Lui, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Son pied est même cassé. Ils n'ont qu'à m'envoyer aussi à l'hôpital. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas partir. Le combat vise les véhicules sans plaque d'immatriculation, les doubles fils, sens interdit de la circulation et les conducteurs de motos sans casque. Les services de sécurité ne reculent pas face à ces vagues d'infractions. Les hommes en tenue, souvent réfractaires aux lois, sont les premières cibles de ce combat engagé. On ne va plus jamais replier. Mais ce qui s'est passé ce matin à Amdalaï, il faudrait que les citoyens cessent. Ils ont commencé à lapider des policiers par rapport à l'application de la réglementation. Il faut que les Guinéens comprennent que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. La loi, elle est faite pour tout le monde. L'application de la réglementation nous appartient. C'est sans tabou. Ça concerne tout le monde. Les hommes en tenue sont là, ils sont interpellés. Les motos sont garés, les véhicules sont garés. C'est que c'est sans demi-mesure. Tu es concerné par une interpellation, tu répondras. Les sanctions, c'est les amendes qui varient entre 40 à 100 000 francs. Malgré les maigres moyens, la police et la gendarmerie comptent pérenniser cette lutte contre les infractions courantes dans la circulation routière à Conakry. Des infractions qui entraînent des embouteillages et des accidents parfois mortels. Déjà, 21 équipes mixtes sont déployées sur toutes les grandes artères de Conakry pour traquer les contrevenants. Des centaines de motos et véhicules sont arraisonnés dans les fourrières et les téléphones des chefs d'opération commencent à crépiter pour des négociations par certains cadres du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. À tous, merci de l'avoir suivi. Nous le voir sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.